Eh bien, bonsoir à celles et à ceux qui nous ont rejoints. C'est le deuxième café littéraire de la Rumeur Libre, après celui consacré à Janine Baude en fin d'année 2021. Janine qui nous a quittés le 27 décembre. On a une pensée poétique, mais pas seulement, amicale, terrestre, humaine pour elle. Et eh bien, on garde un souvenir ému de cette première rencontre et de ce café littéraire. Et oui, ce soir, pour ce deuxième café littéraire, deux invités, Estelle Dumortier et Elisabeth Grangeon, deux autrices, autrices, ça commence mal, deux autrices publiées en 2021 aux éditions La Rumeur Libre, et vous dire que je suis très heureux puisque les deux livres dont elles vont nous lire des extraits me tiennent particulièrement à cœur, et donc je suis heureux. Pour celles et ceux qui ne le seraient pas, je me permets quand même de dire que je ne suis pas Andrea Iacovella, mais Thierry Renard. Je ne sais pas si je suis son bras droit ou son bras gauche, mais en tout cas, j'ai plaisir à avoir rejoint l'équipe de la Rumeur Libre. Alors, on vous propose deux temps de lecture d'une quinzaine de minutes environ. C'est Estelle Dumortier qui, vous l'entendrez, a des petits problèmes de voix, et on espère qu'elle tiendra qu'elle tiendra le coup, et on pourra aller jusqu'au bout de sa lecture avec elle. Et puis ensuite, Elisabeth Grangeon. Alors, je vous dis quelques mots sur Estelle, poète et animatrice en Auvergne-Rhône-Alpes depuis de nombreuses années de l'association culturelle La Traversante. Elle a publié ses poèmes dans Les Hommes sans épaules à partir de 2008. Et elle a déjà un deuxième recueil à paraître aux éditions La Rumeur Libre, recueil qui paraîtra à l'occasion du Printemps des Poètes et du Magnifique Printemps, puisqu'à Lyon, le Printemps des Poètes se nomme Le Magnifique Printemps. Ce deuxième recueil s'intitule Où l'air ne chute pas, et c'est une plongée dans une sorte de reconquête. Quand je l'ai lu, j'ai été frappé par ce rapport au corps blessé, corps malade, dit-elle. En tout cas, c'est un livre qui m'a bouleversé et qui donc verra le jour dans quelques semaines maintenant. Mais ce soir, elle nous lira des extraits d'un autre livre et d'une aventure différente, particulière. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Il s'agit d'Entre les lignes. Elle nous en dira quelques mots parce que je pense qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. C'est un ouvrage à part, mais qui, elle le dit d'ailleurs à la fin du volume, pour moi c'est un ouvrage qui fait partie intégrante de son travail littéraire, même si pendant plusieurs mois, années même, elle a recueilli les paroles de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer dans un EHPAD. Donc, Entre les lignes, c'est le livre dont elle va nous lire des extraits ce soir. Je vous présente également tout de suite, et on y reviendra, Elisabeth Grangeon. Elisabeth qui est autrice, mais qui est également comédienne depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Elle n'écrit pas que de la poésie, puisqu'elle a écrit pour le théâtre, et elle propose par contre depuis peu, hein, je crois on peut le dire, Elisabeth, puisque je t'ai connue en tant que comédienne et je ne savais pas que tu écrivais. Elle propose depuis peu des textes à des éditeurs. Elle a déjà publié un recueil de poèmes, Encore et pourtant, aux éditions Christophe Chaument en 2018, et un texte pour le théâtre, Un banquet, aux éditions Carnage en 2019. Et puis de nombreux textes, déjà des poèmes
pour la plupart dans des revues comme Bacchanal, aux éditions de l'Aigrette, Les Impromptus, aux Écrits du Nord, chez Ancrage également. Et enfin, elle l'a aussi fait paraître un CD de composition poétique et musicale avec le violoncelliste Olivier Gailly en janvier 2021. C'était pendant que nous étions coincés chez nous les uns et les autres. Et enfin, ce soir, elle nous lira des extraits de son livre « Ma voix silence ». J'ai envie de dire que c'est une sorte de poème choral, de poème récit. Je trouve qu'en les associant toutes les deux, Estelle et Elisabeth, Andrea a bien joué, parce que même si les deux sujets sont importants et sont différents, très différents même, ce qui peut-être les réunit, c'est nous avons affaire à deux écritures qui partent du particulier pour aller à l'universel. Dans le cas d'Estelle, c'est d'abord les autres qui nourrissent sa voix singulière, et dans le cas d'Elisabeth, c'est elle qui va chercher les autres. Enfin, c'est purement subjectif tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu les deux projets d'ouvrage avant qu'ils ne deviennent des livres. Mais comme je suis bavard et qu'il est déjà 20h36, je vais me taire et nous allons laisser la parole à Estelle Dumortier. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment ravie de cette invitation. Donc, merci beaucoup aux éditions de la Rumeur Libre, Andrea Iacovella, Camille Ringelberg, qui est juste en photo, mais qui est notre animatrice ici informatique et notre lien, et à Thierry Renard, bien sûr, qui est mon éditeur d'origine. Je suis ravie d'être là et ravie aussi de voir qu'il y a au moins une soignante qui est là et qui fait partie du projet, Myriam. Donc, moi, je ne sais pas si après, il y a des petits allers-retours avec les personnes qui sont connectées. Donc, comme Thierry l'a dit, donc, voici le livre. Donc, Entre les lignes. Donc, Entre les lignes, c'est co-signé, donc moi en poésie, et puis Bernard Scientia en photographie. C'est important de le dire parce que c'est un livre qu'on a tout de suite voulu inscrire un peu comme un livre d'art. Donc, juste pour vous montrer quand même un peu comment ça se passe. Donc, déjà, cette couverture qui est assez incroyable. Alors, je suis désolée, je ne suis pas chez moi, alors du coup, je ne maîtrise pas bien la lumière. Et puis, vous voyez, je n'ai pas beaucoup de voix. Mais donc, vous ouvrez le livre, sont associés des photographies et des poèmes, des photographies assez incroyables. Voilà, je suis désolée, je ne sais pas si ça se voit bien, qui sont toutes des portraits des personnes que nous avons rencontrées et qui sont, pour la grande majorité d'entre elles, des résidents et résidentes de l'EHPAD L'Arche à Charvieux-Chavagneux en Isère. Et ce projet s'appelle Entre les lignes, comme le titre de ce livre, et c'est un projet culture et santé. Voilà. Donc pendant 3 ans, alors pas Bernard Scientia qui n'était là que la première année, mais pendant 3 ans, j'étais dans cette EHPAD faire des ateliers d'écriture, mais des ateliers d'écriture à voix haute, auprès des résidents, mais aussi des soignants et des familles, en tout cas sur la première année en 2019, puisque comme vous le savez, en 2020, il y a eu la crise sanitaire, donc c'était impossible de mêler les publics. Et le livre est sorti en 2021. Juste pour dire en très très peu de mots, ce livre est constitué, en tout cas pour ma partie, en termes de poésie, donc il s'agit vraiment de poèmes de facture assez classique, c'est-à-dire ce sont des poèmes en vers. Il y a 2 formes de poèmes. Des poèmes qui sont dits au jeu, à la première personne du singulier, et là, ce sont des personnes, des résidents ou résidentes, qui s'expriment. Et les poèmes qui sont écrits à la 3e personne du singulier, au il ou au elle, et là, c'est moi qui ai écrit.
parce que les personnes, j'ai écrit sur les personnes qui n'étaient plus en capacité de pouvoir parler ou s'exprimer. Et donc, mon matériel, en fait, pour écrire, ça a été la relation que je pouvais avoir avec ces personnes, quelle que soit cette relation, et le témoignage des soignantes envers ces personnes, enfin, à partir de ce qu'elles vivent au quotidien avec ces personnes. Et donc, j'ai écrit des textes spécifiquement sur elles. Mais quand ce sont des textes qui sont écrits au jeu, ce sont les personnes qui s'expriment. En réalité, il y a eu 3 ans d'ateliers, donc, comme je vous ai dit, d'écriture à voix haute avec ces personnes, et pour lesquelles on a consigné presque chacune de leurs paroles. Donc, il y avait un matériau énorme de paroles retranscrites. Moi, mon lien, ça a été faire comme un atelier d'écriture, sauf que, en fait, l'écriture qui sortait, c'était par la parole. Et donc, on a retranscrit toutes les paroles qui sortaient. Et moi, mon travail ensuite, ça a été de prendre tout cet énorme matériau et de composer des poèmes, un peu comme les objectivistes américains faisaient, à partir, par exemple, d'extraits de journaux ou de paroles qu'ils entendaient, etc. Et donc, dans un poème, un vers, c'est la parole stricto sensu, sans rien d'ajouter, rien de supprimer, d'une personne. Mais un poème, ça peut être une personne qui parle à quelques secondes près, mais ça peut être 20 personnes qui parlent à 3 ans près. Donc ça, c'est le jeu de l'écriture et de la composition que j'ai réalisé. Voilà. C'était une manière de présenter un peu comment ça s'est construit. Et donc, je vais vous lire quelques extraits de ce texte. Donc là, on a, pardon Thierry, on a un quart d'heure, c'est ça? Ou on a 10 minutes? Oui, à peu près. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 15 minutes. Ça peut. Et vous avez 15-20 minutes sans problème. Ok, parfait. L'idée, c'est qu'on puisse dialoguer avec ceux et celles qui le souhaitent après. Exactement, oui. On a 1 heure devant nous. Hein. Okay. La mémoire est une bête, non qu'on possède, mais qui nous apprivoise. Le corps est le premier lieu d'entassement. Le silence est dans le ventre, c'est tout près de nous. Qu'est-ce qu'il reste derrière nous? Je n'ai pas de mémoire. Alors le docteur m'a fait une piqûre dans le ventre et il faut que j'attende. Je n'oublierai jamais le pourquoi de notre réticence ici. Nous étions destinés à disparaître. Vous voyez, j'ai des trous de mémoire, mais on n'oublie pas tout. Ce n'est pas vrai. C'est simplement dispersé en nous. Ça revient tout doucement. Ça me revient. Oui, ça me revient. Ça revient petit à petit. On nous avait mis dans le train qui allait directement de Metz à Auschwitz. Alors, quand la porte s'est ouverte et qu'on a vu qu'on était à Lyon, on n'a pas compris. Nous étions destinés à disparaître. Le train avait été détourné par la résistance. Il y a un mois, on m'a prêté un poème. Lorsque je le lisais, je ne faisais que pleurer, parce qu'il n'y a que des pleurs en moi. Mais les larmes de maintenant sont les plus belles. Ça me rappelle quelque chose. C'était le soir à la veillée. On lisait des poèmes avec mes parents. Mes parents étaient de bonnes personnes. J'ai arrêté le poème depuis longtemps, mais ça me revient. Oui, ça me revient. Alors, quand je quitte un livre et que je ne m'en rappelle plus, ça me fait de la peine. Si je suis un peu réfractaire à cette histoire de poésie, si je n'arrive pas à remonter la pente du poème, je vous le dirai. C'est que, avec la poésie, on aperçoit un début de trajet. On peut discuter longtemps sur un très petit bout de poésie. Ça libère notre imagination, ça lui donne de la valeur, une importance différente.
Il faut donner la place aux idées différentes parce que nous sommes tous différents. La poésie, c'est laisser une place à une autre idée et ça me fait différente et j'y suis là. Le vent ne se voit pas. C'est comme la lumière. C'est une sensation. C'est une sensation qui procure du bonheur quand il fait chaud. Quand il fait froid, on n'en a pas besoin. C'est abstrait. Mon mari n'est pas loin, vu le vent. Dès le matin, elle se met en position, toujours à droite de l'entrée, toujours à la même place. Elle n'accueille pas, elle ne dit rien, elle est simplement là. Sauf qu'elle n'a plus aujourd'hui ces fruits et légumes qu'elle vendait autrefois au marché, où elle devait se battre pour garder sa place, ses voisins cherchant sans cesse à rogner quelques centimètres, on ne l'y reprendra plus. Qu'est-ce qu'on est censé voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Il faut que je me mette à la bonne hauteur. Je vois très mal. Vous n'avez pas la même vision que moi. Vous voyez certainement autre chose. Moi, j'ai toujours un voile devant les yeux. Il faut deviner. C'est nous qui créons l'image. Parce que, dans le fond, avec l'imagination, on peut trouver des créations à l'infini. On peut créer ici. C'est une chance. Créer quoi? Peut-être pas le visible, mais imaginer l'invisible. C'est loin les choses invisibles. C'est la mémoire. Ça varie. Ça bouge dans les esprits. L'invisible, il y a des bêtes qui sont dedans, des animaux, des gens qui sont dans la terre et qu'on ne voit pas. On ne sait pas s'ils sont là, comme des esprits qu'on ne voit pas. Il y a des esprits partout, mais on ne les voit pas. Ils nous font sentir qu'ils sont là. Il y a beaucoup d'autres choses encore qu'on ne voit pas. On ne peut pas les voir, mais eux nous voient. Des êtres sous la terre, comme les bêtes. On ne voit pas les gens, là. Ils font tout comme nous, mais on ne les voit pas. Ils sont là, avec nous. Elle parle très peu. Son fauteuil, souvent planté près de la verrière de la salle à manger. Sa joue posée dans la paume de la main, le regard pas bien droit. Faut pas espérer lui parler autrement qu'en face. Ne pas venir la surprendre par derrière, sinon la colère dans ses yeux, le crachat des soupirs. C'est à cause de la guerre. Elle ne voulait jamais en parler. Elle était résistante. Ils l'ont torturée. Il dit, son fils, qui vient la voir tous les jours, quand il n'est pas plongé dans les livres d'histoire. La Sainte Vierge est dans ma table de nuit. Je voulais me tenir dans ce monde-là, mais j'avais peur. Avant, je me réveillais toutes les nuits à 4 heures du matin. Je me levais, je regardais sous mon lit. J'avais peur de tout, surtout des voleurs. Je me demandais ce qu'on pouvait voler dans ma chambre. Il n'y avait que moi. Un jour, j'ai déplacé la Vierge. Ça m'a aidé à comprendre. Ça m'a fait signe. C'était moi qu'on pouvait voler. Aujourd'hui, je comprends. Maintenant, quand je me lève la nuit, j'ai juste peur de tomber. Dans ma chambre,
il y a la photo de mon mari en costume militaire. Il était de la Légion étrangère. Sa photo, j'y pense tout le temps. En ce moment, il est mort. Je suis née le 7 janvier 1931. J'ai 89 ans et les prénoms des sœurs de ma mère. J'ai pas marié Tony parce qu'il s'est pas embrassé. De toute façon, je ne me suis jamais mariée. Le mariage est contre moi. Mon fils est mort à 46 ans. Ça m'a foutu en l'air. Je suis née le 15 août 1922 à Marciargues. J'ai 98 ans. Je suis je m'en foutiste. Voilà pourquoi je suis là où je suis. J'ai le prénom de mon oncle, parce que je suis le premier garçon né après qu'il a été tué à la guerre de 14. Je suis née le 4 février 1918, dans la maison de ma grand-mère dont je porte le prénom. Je suis toujours en bonne santé. Je n'ai jamais fait de danse, mais je fais l'imbécile. Ça fait 102 ans que j'ai des secrets dans le cœur que personne ne connaît. J'ai pas un coup. J'entends encore les chaînes de l'usine où j'ai été envoyée à 20 ans en STO à Nuremberg. On avait 2 chaînes. Un Allemand dirigeait une et moi l'autre. Il y avait 20 femmes par chaîne. Ça a commencé et il fallait que les balles sortent. Et tatataï, 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 décaisser, 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 allez, 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 allez. Et les balles partaient en Russie. Pendant 3 ans, j'ai fait ça. Un jour, les balles sont sorties sans poudre. Les machines continuaient. La contrôleuse était avec moi. Elle était russe, mais elle parlait allemand. Elle a vu les balles, elle a dit « Tant pis, on laisse passer ». Si on s'était fait attraper, on aurait été fusillés. Elles sont passées. Un dimanche matin, ils sont arrivés, ils nous ont fait 7000 morts. Ils ont bombardé un train, ça a explosé. Mais nous, on a été sauvés parce qu'il n'y avait pas de poudre dans les balles. Quand la guerre a été finie, je suis allée au dépôt des machines et sur les caisses en bois, il y avait écrit Londres, Châtellerault, Nuremberg. Plus tard, j'ai découvert que les balles qui avaient tué nos soldats pendant 4 ans étaient fabriquées à Châtellerault. Cette société s'appelait Dynamite Fabrique. C'est pour vous dire que la guerre, c'est une chose incroyable. Incroyable. J'ai aimé toute ma vie. Il avait 91 ans. On habitait dans le même immeuble. Je connaissais bien sa femme. Il a été réglo. Il a attendu 1 an après sa mort. Une nuit, il est descendu à 4 heures du matin. Il m'a proposé qu'on prenne nos repas ensemble. J'ai accepté. Il est resté chez moi. Je peux vous dire que c'est encore possible d'avoir des relations sexuelles à 88 ans. L'amour ne s'arrête jamais. Elle n'a plus les mots, ni les jambes, toute colère. Ses émotions en bataille qu'on lui tresse sur la tête, pourvu que l'élastique ne lâche pas. Arrivé à un certain âge, il y a toujours quelque chose qu'on attend. La fin peut-être, la seule justice. On ne rêve pas, on ne pense qu'à ça. Ça revient. Les souvenirs reviennent. Maintenant, ça revient. Depuis que je suis partie dans la vieillesse, j'ai tout le corps qui bouge. Ça me travaille dans la tête de me voir comme je me vois.
C'est pas mon genre. J'y pense toujours. Je réfléchis. C'est la maladie qui fait ça. La seule solution, c'est la caisse. Il y a des trucs qui s'effacent et m'échappent. On devrait parfois vider les casiers, comme les vieilles choses. Ça reste toujours là-dedans, même si ce n'est pas complet, c'est gravé. Je pratique ma petite phrase tous les jours. Quand je l'écoute, je glisse dedans, ça m'apaise. Aujourd'hui, je suis ailleurs de partout. On est des archéologues du cerveau. C'était un extrait de Entre les lignes. Je vous ai pas tout lu. Pas tout lu. Et puis, comme je vous ai dit, eh bien, il y a plein de photos. C'est un livre à lire et à regarder. Et par rapport aux photos, eh bien, toutes les images ne correspondent pas forcément aux personnes parce que c'était sur 3 ans. Et en 3 ans, bah, il y a des morts. Et puis, il y a des nouveaux qui arrivent aussi dans un EHPAD. Voilà. Et par exemple, vous voyez, là, et ben, attendez, je vais vous montrer mieux. Là, je suis tombée pile poil dessus, Myriam. C'est toi, Myriam. Voilà, t'es là, tu le sais. Oui, je me rappelle bien de ce moment-là. Et c'est Myriam, donc, qui est soignante et qui est ici, et qui m'a raconté l'histoire de cette dame qui, voilà, qui arrivait aussi à se calmer. Alors, c'était pas complètement elle déambulait, mais il y avait une autre dame. Elle n'arrivait à se calmer, elle était très, très nerveuse, que si on lui tressait les cheveux sur la tête. Et c'était toi, Myriam, qui lui tressais les cheveux. C'est ça. Et j'ai trouvé que c'était assez incroyable. Et donc, je voulais absolument que ça arrive dans un texte. Et donc, cette dame, je me souviens très bien de cette dame et ce geste des soignantes. J'avais vraiment envie que les soignantes, elles soient présentes aussi dans le livre. Et dire aussi que je désirais aussi que ce soit un acte, l'écriture, que ce soit un acte aussi littéraire. Parce que ces personnes, c'est vraiment incroyable ce qu'elles sortaient. Je vous ai lu très peu de textes que j'ai écrits moi. C'est vraiment des textes qui sont composés à partir de leurs paroles. Et c'est la composition, en fait. C'est savoir regarder et tresser, en fait, à partir de toutes ces phrases. Je pense que c'est ça la poésie aussi, c'est tresser à partir du réel. Voilà, il faut dessiller les yeux. Il faut dessiller, voilà, je pense, les phrases et le réel. Voilà. Merci beaucoup, Estelle. Estelle Dumortier, donc Entre les lignes. Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, on pourra se retrouver après la lecture par Elisabeth Granjon des extraits de Ma voix silence, se retrouver pour peut-être échanger un peu. En tout cas, je tenais à te féliciter parce que malgré les petits problèmes de voix annoncés et les quintes de tout, tu en es bien sorti. Tu nous as vraiment touché par la justesse et la simplicité de ta lecture. Oui, je vais faire un petit coucou à Camille parce que c'est un peu grâce à elle que nous nous retrouvons toutes et tous ce soir. C'est la cheville ouvrière de ce café littéraire. Et tout à l'heure, je t'ai oublié. Mais bon, je ne m'attendais pas à présenter la soirée. J'en suis très fier, mais malgré tout, je n'étais pas préparé autant que je le voudrais. Après Estelle Dumortier, pardon, nous passerons donc à Elisabeth Granjon. C'est une autre aventure, je l'ai dit, un petit peu à la fois solitaire et solidaire. Nous sommes dans deux voies, je le redis parce que j'y tiens, très différentes l'une de l'autre, mais en même temps, elles ont ce point commun. Leurs livres sont portés par les autres. Alors, tu peux peut-être, Elisabeth, faire comme Estelle, nous en dire quelques mots avant de te lancer dans la lecture? Oui, donc
C'est un livre donc de poèmes que j'ai écrit au fil de plusieurs années, qui est parti plusieurs expériences personnelles où je me suis retrouvée à l'étranger, en particulier dans une situation familiale où mon mari a toute sa famille à l'étranger et quand je vais là-bas une fois par an, je ne comprends absolument rien. Mais voilà, et je mesure à quel point, alors en anglais, etc., et je mesure à quel point c'est difficile et comment on se sent démuni, amputé d'une partie de soi quand on ne possède pas la langue. Donc, j'ai écrit, donc c'est cette expérience-là et puis des tas d'autres parce que j'ai beaucoup voyagé et à chaque voyage, je me suis retrouvée limitée beaucoup, à avoir l'impression de vouloir dire beaucoup, de vouloir échanger beaucoup et puis de me retrouver avec quelques pauvres mots et ça m'obligeait à changer complètement ma manière d'être en relation avec les autres et puis à passer par des moments de souffrance vraiment profonde de ne pas pouvoir entrer en relation. Pour quelqu'un comme moi, pour qui la langue et les mots sont très importants. Et parallèlement, je travaille beaucoup, ça me parle, hein, ce que tu viens d'exprimer aussi, Estelle, je travaille beaucoup en atelier d'écriture ou avec des personnes qui sont en grande difficulté d'insertion ou sociale multiple. Et je me suis rendu compte que les gens croyaient toujours que nous, les Français, puisqu'on possédait la langue française du pays où ils étaient eux, ils avaient cette impression qu'on n'était jamais dans ce qu'ils ressentaient eux chez nous. Et voilà, et je me suis voilà, donc j'ai écrit ce recueil avec donc plein d'expériences qui sont très personnelles, qui sont au jeu. Et ce que tu disais, Thierry, c'est que voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils se retrouvaient dans ce jeu-là, et en particulier des étrangers en France, et pas seulement. Si vous voulez bien, je vous en lis des petits bouts. Alors, pour raconter le livre aussi, comme à chaque fois que j'écris un recueil, j'aime bien cette idée ça c'est le côté dramaturgiste, la dramaturge que je suis aussi. J'aime bien que ça raconte une histoire de A à Z. Donc si on le lit ils sont numérotés de 1 jusqu'à la fin, et c'est une histoire, c'est linéaire, mais on peut aussi le picorer au hasard. Donc aujourd'hui, je picore un petit peu. Je suis l'autre, leur étrangère, celle qui vient d'autre part, touriste, est arrivée comment, pourquoi faire, avec quel papier, jusqu'à quand, habite où, avec quel argent, quelle aide. Je suis l'autre, leur étrangère, celle qui, devenue sujet de commentaires, ne s'appartient plus. L'autre, seulement l'autre, étrange, étrangère. J'étais celle qui possédait le verbe majeur au perchoir de l'éloquence. Je suis maintenant la dinde qui hausse le cou au fond de la basse-cour pour tenter de picorer une miette de quelque chose. Figée à l'état embryonnaire, pensée larvée tel un tout petit enfant à l'écart des subtilités, amputée des mots, dissonante dans ce pays-là dont je ne parle pas la langue, indigente, réduite à des bribes d'expression, des oui, des non et bonjour, amputée des mots, idées raccourcies, intelligence mutilée. Je fais l'expérience de la pauvreté. Des sens et des alphabets nous séparent. Je flotte par-dessus le lit défait de nos conversations avortées. Le tumulte des voix se fracasse sur les frontières de mon incompréhension. Je nage au milieu d'étoffes exotiques, ondoyantes, glacées. Me parviennent les échos distordus d'un monde énigmatique, orgie de souffles, onomatopées, interjections, accompagnées de tintements de couverts. J'ai peur de me noyer. Démunie, idiote, au cerveau hermétique. J'avale ma salive et tente de baragouiner un truc. Je fais l'effort. Essaye de communiquer. Je fais l'effort. Je cherche, sue, grimace. Je fais l'effort. Je bafouille, ajoute des gestes.
Je tangue du regard, vacille sur mes bases, résiste, me démène. Je fais l'effort. Je combine l'anglais, l'allemand, le verlan, l'espagnol, des bouts d'italien et même du latin, on ne sait jamais. Je fais l'effort. Je fais l'effort. Un effort, n'importe qui est capable de le repérer, non? Au restaurant, avec aplomb, je lance la commande. Entremêle le propos de mots liaisons qui n'existent pas. Les prononce avec conviction. Le serveur pose une question. Je lui demande de répéter. Je fais comme si. J'interdis à mon œil de s'arrondir, à ma mâchoire de tomber, et je réponds. Je dis « OK, 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 OK à n'importe quoi ». Et me retrouve avec un sandwich chaud, rempli de verre, gluant et épicé. OK. Les animaux se comprennent-ils par-delà les continents? Les mots, fil tangible de la pensée, me contiennent, me révèlent, tissent les fragments de moi. Dépouillée du verbe, mon intégrité s'effiloche. Ma personnalité prend l'eau. Je gondole. Comme une infirme au pied de mousse, prendre appui sur celui qui sait, qui a les mots, qui comprend, qui traduit, qui assiste. Lierre envahissant, vivre à ses crochets, à sève dépendante, se cramponner à ses lumières, ramper, se hisser. Attention à ne pas trop l'épuiser. Figurante hors jeu, en attente d'un rôle, je souris sans arrêt. Je ne parle pas, ne bouge pas, respire furtivement. Et si j'agite un orteil, ce n'est jamais le bon. Pas d'ici. Pas d'habitude, ni de rituel, pas d'amis. Pas d'ici. C'est mon excuse et ma prison. Je ne comprends pas. Je ne peux pas me positionner, débattre, entrer en conflit. Aucun contradicteur, ni opposant, ni soutien. Je ne comprends pas. Je ne peux pas raconter, donner à rêver, discourir, agir. Plus le moindre désir ne m'anime. Je ne comprends pas. Je me morfonds, cerveau débranché. J'attends que quelque chose advienne, que quelqu'un me prenne par la main. Je ne comprends pas. Je me réfugie sous mon ignorance. I don't understand, no comprendo, stop, basta, laissez-moi tranquille. Je ne comprends pas. Ça évite finalement bien des problèmes et des fatigues. J'ai prononcé poire au lieu du prénom attendu. Éclat de rire, en cascade, gêne. Quelqu'un vient à mon secours, essaye de me parler en français, me demande si je souhaite manger des champignons. Que répondre? Je ne voudrais blesser personne. Enfin, je percute. Je saisis des formules au vol, des prénoms, un nom de pays, des chiffres. Je comble les espaces creux. Je crois deviner un récit de voyage, un titre de film. J'exulte, je m'extasie, enfin à l'unisson, avec eux tous, mes semblables. Sans prévenir, un je ne sais quoi déraille, nos chemins à nouveau divergent.
Le néant me tend les bras. Je m'emmêle avec les synonymes et les faux amis du vocabulaire. Je confonds pourboire et gratuité, vacances et disponibilité, journée et voyage, confidence et confiance. Je continue pourtant d'inventer du sens dans les interstices des conversations, jusqu'à ce que mes méninges vrillent et improvisent des divagations joyeuses. Je cherche la clé des phrases, la bonne tournure. Je découvre, pense différemment, essaye. J'écoute, j'exerce mon oreille, ma gorge. Je conjugue, prononce, assemble. Je tourne les syllabes comme verrou à la porte de la culture. J'apprivoise des sons de moins en moins inconnus. J'imite la mélodie exotique. Je reformule, traque le bon terme, essaye encore, renonce. Je choisis un thème, observe les réactions, j'imagine les pensées, démasque, extrapole, devine, cherche le sens et creuse. Laboure, cherche et creuse le champ des entendements, cherche, creuse et laboure, cherche et creuse, cherche le sens, invente, extravague, rêvasse, m'égare. J'écris des poèmes éphémères à l'encre de l'esprit désœuvré. À l'étroit parmi les mots d'ici, mes dents, mon souffle, mes lèvres grésillent, riches d'un or dont nul ne soupçonne la valeur. Mettre la main sur un interlocuteur, un compatriote, et tant pis si c'est un sombre crétin, bavarder du temps, de la chaleur, de notre douce France, si folle parfois, tenir sa langue, ou pas, celle de chez nous, qui fourche bien pendue, avec un cheveu dessus, la tourner 7 fois, caresser les expressions dans le contresens du poil, le sens du contrepoil, éclater de rire, et la donner au chat. J'ose me lancer. Enfin, prononcer cette phrase entendue 100 fois. Voix tremblante, mais audible. Micro-fierté, quelqu'un a compris. Et soudain, tout ralentit. Les fourchettes s'amollissent, le dessert attend. L'instant s'étire, ma respiration s'allège. Le sucre se fait douceur, bienveillance et caresse. Des yeux me considèrent, m'encouragent. Des inconnus prennent le temps, écoutent, attentifs à ce que maladroitement je tente de dire. Et puis l'ombre, portée par la fatigue. Plus personne ne fait attention. Les gens se détournent. La curiosité est passée. Et puis l'oubli du côté exotique de ma présence. Et puis la culpabilité. Je n'ai pas su m'adapter, rester intéressante. Alors, le repli. S'il savait, ailleurs, je m'exprime avec facilité, je suis un être social. Ailleurs, j'ai un métier, des amis, je manie des concepts. Ailleurs, je suis brillante. Bon, pas partout, mais quand même. Ailleurs, je suis autonome, émancipée, je crée. Ailleurs, je suis quelqu'un. Ailleurs, je suis moi, j'existe. Ailleurs, je comprends ce qu'on me dit.
Ça pousse depuis les limbes, ça pousse depuis mes membres inutiles et ça m'entraîne. Ça pousse depuis mon ventre, depuis le lieu de tous les enfantements. Ça se contracte, remonte la colonne d'air. Ça me fait ouvrir la bouche, me tend vers les autres. C'est cette nécessité de me montrer, oui, que j'existe, présente au sensible, au banal et au subtil, bruyante parmi les autres, vivante. Mon antre intime n'a pas d'autre issue que les yeux d'un tiers. Lui, elle, toi, vous, mes proches, mes lointains, ma famille. Je me tiens à l'endroit du mystère langagier. L'évidence cherche ses mots. Dire, impossible, insurmontable. Alors, écrire. J'ai encore le temps de continuer un peu ou je m'arrête là? Je t'entends pas. Pardon. Je dis que tu as au moins 4 minutes devant toi encore. On sera vers 21h20 si on veut discuter un peu, s'il y a des questions, des réactions. Je te laisse la parole. Réduite à ma plus simple expression, réduite au silence. Alors, je décide de prendre le silence comme on prendrait la parole. Acquérir de l'épaisseur en me taisant. Accepter de compter moins. Bâtir un territoire intérieur immense, dense, intense. Sur le goudron fumant, j'abandonne l'ombre derrière moi pour prendre appui sur l'élan des oiseaux et aborder une nouvelle journée. Je renoue avec les couleurs chaudes de l'enthousiasme. Je me réinvente libre ce matin. Je me densifie. Courage. Je dois maintenant m'en remettre à mon instinct, à eux, à un nous possible. Sauter dans le vide. Lâcher la maîtrise. Croquer la journée à pleine joie. Réensemencer mes terres. Laisser vivre mes soleils avec pour engrais des dialogues à la syntaxe imparfaite. Élargir l'espace de mon alphabet, illimiter le langage, me dépouiller de tout académisme linguistique, faire fi du vocabulaire, de l'accent et du reste, me libérer des contraintes de l'oralité corsetée, désapprendre cette façon périmée de parler pour ne rien dire, entendre au-delà de l'entendement, ouvrir mes écoutilles au langage des ondes, à l'infime et au sensitif, lire sur les peaux, écouter les odeurs d'ici, le battement et le vibrato, atteindre la liberté d'un dire émancipé, laisser éclore le nid des mots sans verbe, percer leur chimie, inventer le chemin, transformer le naufrage en expérience, aller à la source musicale, saisir l'étincelle primitive, laisser la lumière raconter l'histoire, tisser un lien entre le visible et l'invisible, naviguer en souplesse sur des océans indomptés, tricoter l'audible avec la masse des non-dits, cultiver l'intuition, la poésie, m'installer dans les détours du sens, y sentir bien. Enfin, je ne comprends rien. Je comprends l'essentiel. Je ris. Je tremble de cette nudité soudaine. Je lâche les amarres. Et je tremble d'une autre écume, d'un incroyable vertige. Et je tremble, non plus de peur, mais d'excitation à découvrir une autre moi-même.
j'ai touché l'inespéré, senti la terre en moi s'ouvrir et enfanter ma voix d'ici. Les bulles remontent, frémissent, ma mâchoire remue, mes lèvres prononcent un mot que je n'ai pas choisi, mais qui a choisi d'être dit par moi et parle la langue du vivant. Ce mot qui n'existe peut-être pas, ce mot qui me fait exister, nous fait exister. J'entre dans sa rondeur pour m'y cacher et mieux le partager. J'oublie que je n'ai pas d'aile. Je m'envole. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, de belles lectures pour ce deuxième café littéraire de la rumeur libre. Bonjour, d'abord, je remercie les deux, vous deux, c'était magnifique. Je dois dire que c'était un très beau moment. Et je voulais poser une question à Estelle. C'est votre prénom, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est noté le nom de l'association. Je suis désolée, je ne sais pas comment Voilà, changer. non. Je me demandais si vous aviez pu partager le résultat de votre travail avec les personnes de l'EHPAD après publication. Oui, c'est les premiers qui étaient au courant. D'abord, rien qui n'est dans le livre n'a pas été validé par eux déjà, en premier lieu, par eux et leur famille. Parce que pour certaines personnes, il fallait que ces personnes soient d'accord, mais aussi leur famille. Donc déjà, toutes les personnes étaient au courant et avaient donné leur aval. Et ensuite, c'était un travail sur 3 ans. Et donc la première année, c'était pas le livre. Le livre est arrivé de façon un peu curieuse, mais parce qu'il y a eu la crise sanitaire qui a un peu tout bousculé. Mais en 2019, j'avais déjà commencé ce travail un peu et qui a fait la base de ce livre. Et nous étions en fait 5 artistes en résidence. Donc moi, Bernard Scientia, Julien Tiphaine, qui est comédien, Saïef Rémide, qui est danseur, et Pascal Chaumet, qui est vidéaste. Et on a fait en fait une lecture. Il y avait plus de 100 personnes au sein de l'EHPAD, donc devant les résidents, les soignants et les familles. Et nous avons aussi fait cette lecture à l'extérieur dans un cinéma qui n'était pas très loin de l'EHPAD pour des gens qui viendraient de l'extérieur. La deuxième année 2020, ça a vraiment tout bouleversé, on n'a rien pu faire. Et en 2021, donc en 2020, nous n'étions plus que 2 artistes en résidence, donc Julien Tiphaine, le comédien, et moi. Et la 3e année, nous étions 3 parce que Patrick Sapin, qui est musicien et qui est ici présent, est venu nous rejoindre sur cette aventure dont on lui avait donné un sous-titre qui s'appelait « De vive voix ». Puisqu'en réalité, toutes ces personnes sur l'année 2020, comme dans tous les EHPAD de France, ont été déconnectées en fait du monde extérieur pour les protéger. Mais voilà, c'était pas propre à cet EHPAD-là. Hein, et donc, toutes ces personnes, tout le lien était tenu par les voix au téléphone, les voix via tout ce qu'on peut connaître comme canaux aujourd'hui de communication, et particulièrement le téléphone pour les personnes âgées. Et donc, c'était important qu'on travaille sur la question de la voix et entre autres de la musique, d'où le Patrick Sapin qui est rentré dans cette aventure sur la 3e année. Et on a créé donc une lecture sur cette 3e année en 2021, presque de façon concomitante à la sortie du livre, en fait. Donc, on a eu trois possibilités de montrer le travail. Et on va encore le faire, je ne sais plus quand c'est, en avril. On va retourner à l'EHPAD. Et voilà, non, l'aventure continue en fait. On n'arrive pas à se quitter. Voilà. Oui, mais c'est une belle aventure. Bravo. C'est une très belle aventure humaine. Et voilà, et en fait,
C'est incroyable, pardon, je me permets, mais une remarque, mais en t'écoutant, Elisabeth, j'avais pas réalisé à ce point comme les ponts qu'il y avait. Tu dis tisser le lien entre le visible et l'invisible, l'invisible et le visible, ça a été vraiment un truc très fort qui s'est passé avec les personnes. Et puis, toute cette voix intérieure que tu disais, Elisabeth, j'ai l'impression que ça pouvait être comme les résidents qui parlaient aussi en disant « Je comprends rien de ce qu'il me raconte. Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment bien vu qu'on soit toutes les deux. Ça marche très, très bien, pardon, je me permets, mais ça fait des échos, en fait. Voilà. Merci, Louise. Et Louise, on s'est rencontrés déjà. Mais où parce que... Au festival de Jean-Paul Michelet, il y a plus de 10 ans. Ah, d'accord, voilà. Je me disais Ouais. bien. À Paris-Largue. Oui, d'accord. Oui, très bien. Ah ben, très bien, enchantée. Et enchantée, oui. D'autres interventions? Jean-Gabriel Cosculuela. Oui, merci à Elisabeth Grandjean d'avoir ouvert un espace de langue où il y a beaucoup d'humour malicieux. Il y a un travail avec l'incertain aussi de la langue et le fait aussi que la langue soit aussi un espace de reconnaissance, soit parce qu'on connaît, soit parce qu'on ne connaît pas et qu'on a envie d'aller vers un petit peu d'inconnaissance aussi. Et merci à Estelle Dumortier de considérer que la langue, qu'une vive attention à la langue ouvre aussi un espace d'attention aux autres, un espace d'empathie. Et aujourd'hui, ce n'est pas rien qu'un livre s'ouvre ainsi à la parole des autres et soit en empathie avec la parole des autres. Et puis un troisième merci, c'est assez émouvant de voir Louise Lombrich présente et être avec nous ce soir. Voilà, merci pour sa présence. C'est tout. Il n'y avait pas de questions en fait. Il n'y a pas de questions. Merci. Merci pour ces merci. Moi, je suis très contente parce que ça fait je ne sais pas combien de semaines que je cours après Estelle et pour qu'on se rencontre enfin. Et là, grâce aux moyens modernes, j'arrive à la capturer. Alors, je suis très contente. Alors, je vais me transformer en lièvre. découvre ton texte avec beaucoup de bonheur. Je découvre le texte d'Elisabeth avec beaucoup de bonheur parce que toutes deux, vous avez des expériences qui rejoignent complètement ma vie professionnelle d'avant la retraite et un voyage que j'avais fait en Albanie où j'ai retrouvé exactement ces espèces de mécanismes d'adaptation à la langue de l'autre, aux couleurs de l'autre, aux odeurs de l'autre. Et comment on se dépatouille par rapport à ça, eh bien on fait les andouilles en fait, parce qu'on n'a pas bien le choix, on est obligé de faire les clowns, on dessine, on fait toutes sortes de choses pour entrer en communication avec eux. Et je me souviens que lorsqu'on a aidé des réfugiés serbes à Lyon, ça doit dater de 3-4 ans, on s'était retrouvés dans la rue à essayer d'aider des familles avec des petits-enfants de 3-4 ans. Et c'est avec les enfants qu'on arrivait à établir le mieux la communication parce qu'ils sont près de l'apprentissage du langage, donc ils nous comprennent bien, ils voient bien dans quelles difficultés nous aussi on est. Et c'est avec le dessin, je me rappelle avoir dessiné un loup pour deux petits gamins de 4 ans, 5 ans. Et on avait trouvé le moyen de se rencontrer autour de ce loup. Et le loup, c'était le loup de l'exil, c'était le loup qui pouvait les manger parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Et d'ailleurs, je ne sais absolument pas ce qu'ils sont devenus, ces gens. Ils sont passés dans le fameux truc de transit de Schengen. Et voilà, et je pense qu'aller vers l'autre, comme dit Jean-Gabriel, c'est vraiment accepter aussi non pas d'apprendre leur langue de A à Z, mais quand même d'essayer d'aller
d'aller glaner quelque chose qui nous permette d'écrire des poèmes, pourquoi pas. Mais là, il faut aller plus loin. Bon, je pense qu'il faut aller plus loin que d'écrire des poèmes. Oui, je voudrais. On m'entend? Oui. Je voudrais dire aussi à partir de Estelle, c'est très étonnant parce que actuellement je suis en résidence en gériatrie, en résidence d'écriture en gériatrie à l'hôpital de Fourvière, et je retrouve exactement ce que tu décris. C'est un peu le travail que je suis en train de faire, donc c'est voilà, la connexion est super intéressante. Et par rapport à ce que vous disiez là sur la rencontre avec les personnes, aussi bien que ce soit dans la langue parlée à l'étranger que ce qu'on essaye de communiquer simplement avec tout le monde, le fait d'avoir travaillé aussi avec et des personnes en difficulté et des personnes handicapées. J'ai fait aussi une résidence d'écriture avec des personnes infirmes moteurs cérébrales, et on avait eu aussi cette chose-là où on avait l'impression de devoir inventer une façon d'entrer en contact et d'essayer de chacun venant d'un type de langage particulier, et comment est-ce on trouve des dessins, des grimaces, le toucher, tous les sens sont en éveil, et je retrouve vraiment l'histoire du loup, ça me parle avec vraiment. D'accord. Moi, je suis aide-soignante et assistante de soins en gérontologie, donc dans la résidence où est intervenue Estelle et toute son équipe. Et je voulais un petit peu apporter mon témoignage en tant que soignante. Je voulais dire que dans notre métier, nous accompagnons les personnes pour les toilettes, pour les repas, pour certaines activités, mais on n'est jamais vraiment tous en lien. Et ce projet Culture et Santé nous a permis de se mettre tous au même niveau. On a tous assisté aux ateliers de la même façon, que ce soit soignants, résidents, familles. On était tous là pour un projet, pour une même idée, justement, parler, écouter les autres, danser parfois. On a joué du théâtre. Et je peux dire qu'on entend beaucoup de choses sur les EHPAD. Ça a été un grand moment, pour moi, un grand souffle d'air et un grand moment d'espérance. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus de tous les problèmes liés aux troubles du comportement, aux chutes, aux personnes dénutries, aux personnes Alzheimer. Moi, je travaille dans une unité fermée, un Cantou, donc avec des malades atteints par la maladie d'Alzheimer. Et je peux vous dire que j'ai été témoin de miracles grâce aux mots, grâce à ce projet Culture et Santé. J'ai vu des personnes en fauteuil se lever, danser. J'ai vu des personnes qui ne parlaient plus reparler. J'ai vu des personnes qui étaient totalement introverties ou alors réfugiées dans leur propre corps, leur propre douleur. Je les ai vues sourire. J'ai vu des personnes qui ne voulaient pas quitter leur chambre, venir aux ateliers. Enfin, je veux dire que ça nous a permis à nous, l'équipe, de redécouvrir nos propres résidents qu'on connaît pourtant bien, parce qu'on avait ce projet commun, justement, de parler d'autre chose que des problèmes. Et ça a été, en tout cas pour moi, soignante, un grand souffle à ce moment-là. J'ai aussi vu des familles qui étaient peu présentes pour leurs malades, parce que c'est très difficile pour les familles d'être en lien avec leurs proches atteints par la maladie d'Alzheimer. J'ai vu des personnes venir justement et être auprès de leurs proches malades grâce à ce projet Culture et Santé. Enfin, j'en ai tiré beaucoup de bénéfices et je pense que même ça m'a renforcée pour ensuite subir la crise sanitaire en tant que soignante. On a vraiment là reçu beaucoup de lumière à ce moment-là et beaucoup de force finalement. On a tous été en lien pour ce beau projet et je remercie Estelle et son équipe. Merci Myriam. Et je voudrais juste, et toi et tout le monde, et dire un mot que rien n'aurait pu être fait sans Pascal Iniesta, qui était aussi quelqu'un qui était la psychologue de l'Arche et qui écrivait de la poésie. Je parle au passé parce que en fait, elle a tenu toutes ses forces jusqu'à ce qu'on réalise ce livre. Et elle est partie sans le voir. Elle a juste vu la dernière maquette, c'est tout. Mais rien n'aurait pu se faire sans elle au départ et pendant tout ce projet, quoi. Mais voilà. Donc, merci beaucoup, Myriam. Je voulais dire aussi que j'ai aussi vu des personnes qui ne parlaient plus du tout
et se mettre à réciter des poèmes ou alors justement à développer des idées, à participer à des discussions. J'ai vraiment été témoin de ces miracles-là. Merci beaucoup. Philippe Bourret, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, je passais un moment exceptionnel. Je voulais remercier Estelle et Elisabeth pour ces deux lectures distinctes, deux lectures avec deux styles différents. Estelle, eh bien, j'ai trouvé que la voix, le voile dans la voix et le souffle servaient beaucoup les textes. Et pour Elisabeth, je la remercie pour la vivacité de sa lecture. Alors, à Estelle, je voudrais poser une question. Je voudrais lui demander si elle pouvait un petit peu parler du moment du passage de l'oralité à l'écrit. Puisqu'en fait, c'est des personnes qu'elle a rencontrées, si j'ai bien compris, et qui composaient à voix haute, qui écrivait avec la voix, si je puis dire. Donc j'aimerais savoir si ça lui a posé des difficultés, ou du moins comment ça s'est passé pour effectuer ce passage de l'oralité à l'écrit. À Elisabeth, une question comme ça qui m'est venue, qui est, même quand on est dans le bain de notre langue maternelle, si je puis dire, ne sommes-nous pas à certains moments aussi dans ce grand embarras qui est celui de dire aux autres ce qui nous paraît essentiel et de pouvoir entendre de l'autre ce qui semble, enfin, de pouvoir entendre de l'autre ce qui nous semble à nous quelque chose de, à la fois de profond et de très personnel. Voilà. Ne sommes-nous pas, avec notre propre langue aussi, des étrangers à la langue? Voilà, ça serait cette question-là. Voilà, aux deux intervenantes. Et merci pour ces belles lectures. Et puis une pensée pour notre amie Janine, qui avait animé le premier café littéraire que j'avais beaucoup apprécié aussi. Donc j'ai une pensée pour elle aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup pour vos deux questions qui sont des très belles questions. Je pense que là aussi, en fait, il y a un lien dans ces deux questions. Je ne veux pas prendre la place d'Elisabeth, mais Vas-y. il y a vraiment un lien entre ces deux questions. Alors, j'ai un peu développé dans la postface de ce livre tout le processus. C'est un petit peu long, donc je ne vais peut-être pas développer très très fort, mais en réalité, j'anime aussi beaucoup d'ateliers d'écriture, entre autres avec des enfants aussi, et même des tout petits qui n'ont pas la capacité non plus, encore en tout cas, pas plus mais encore, d'écriture. En revanche, il y a une oralité qui commence à se faire. En fait, la première chose, c'était de pouvoir en fait baigner dans une sorte de langue, être dans un bain de langue. Donc, je ramenais beaucoup de poésie, donc c'est plutôt ça qui m'anime, hein, et je lisais de la poésie. Et surtout, en fait, surtout avec des personnes de grand âge ou souffrant de la maladie d'Alzheimer, c'est très important de convoquer le temps présent et d'être vraiment sur les sensations du présent. Et donc, de revenir, par exemple sur le sujet de conversation numéro 1 de tout le monde, la météo. Donc, la météo, c'est génial parce que il fait beau, il fait pas beau, c'est gris, la qualité de la lumière, et puis on va vers le son, etc. Et au fur et à mesure qu'on parlait, donc par exemple, on avait une séance d'1h30, eh bien, je lui disais, regardez la lumière, où est-ce qu'elle en est? Elle est partie du bout de la table et maintenant elle est au milieu. Vous voyez, elle a touché monsieur, maintenant elle touche madame. Et ça bouge, ça change. Qu'est-ce qui a changé entre nous, entre tout ça? Et je lis un poème. Et en fait, comme ce sont des personnes qui sont soit complètement dans le présent, enfin soit complètement dans le présent et dans une mémoire
très lointaines. La mémoire, en fait, immédiate est très, très effacée, mais vraiment, elles sont complètement au présent ou dans une mémoire en effet, très lointaine. Eh bien, il y a quelque chose du rythme de la langue qui s'imprime, mais fortement, c'est impressionnant. Et plus je sentais que je pouvais amener des textes, par exemple, qui avaient un rythme très, très précis, et en réalité, c'était imprimer quelque chose dans leur propre langue quand elles parlaient. Et par exemple, je me souviens très bien d'un texte que j'avais lu du poète Lionel Latuile, et qui était sur une répétition, une scansion de ici. Ici, ta 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 ta, ici, est ici, ici. Et ce qui était incroyable, c'est que pendant toute la séance, les gens ont commencé à parler en ici. Et ici, et ta 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 ta, et ici, et ta 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 ta. Donc, rien n'était anodin. Rien n'était anodin de la parole qu'on partage. De toute façon, rien n'est pas anodin dans la parole, de toute façon, qu'on partage tout le temps. Mais là, encore moins. Et de ce qu'on amène comme matériaux, c'est-à-dire les textes. Et donc, je les faisais lire aussi des textes. C'est pas parce que les personnes n'avaient plus la mémoire qu'elles ne savent plus lire. Quand la maladie est trop ancrée, ça, oui, c'est plus possible de pouvoir lire. Et donc, les personnes lisaient aussi des textes, ils lisaient à voix haute pour tout le monde. Donc, et il fallait que j'aie conscience, moi aussi, que ce que j'amenais allait arriver dans l'écriture. Et en fait, il y a plusieurs phases d'écriture. Il y a ce qu'on amène comme matériaux, donc par exemple les textes. Il y a après toute la transcription de tout ce que les gens racontaient. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième écriture. Donc souvent, c'était fait par les soignantes ou par moi. Donc, j'écrivais comme ça. Et ensuite, c'était tout ce... attendez, hein. Et puis après, c'était tout ce travail, moi, après, de composition à partir de tout ce matériau. Donc, en réalité, le résultat final, c'est un feuilleté d'écriture. Et qui va de très, très loin, en fait. D'accord. Donc, il y a vraiment des écritures, si l'on peut dire. Des écritures avec la voix, et puis des écritures sur le papier, après, des compositions. Ouais. Le visible et l'invisible, par exemple, qu'on a beaucoup convoqué, ça vient d'un poème de Louis-René Desforêts sur le visible et l'invisible, par exemple. Et en même temps, on a regardé une image de Sonia Delaunay et de la lumière qui est complètement diffractée en couleur. Et donc, on essayait à la fois de lire le texte de René Desforêts et en même temps de sentir la qualité de la lumière. Et quelque part, cette interaction entre visible, invisible, peinture et texte, c'est sorti. Et puis après, c'était à moi de tout remettre dans un certain ordre. Donc après, c'est des questions de choix. Hein. De toute façon, l'écriture, c'est des questions de choix. Donc, voilà. Merci pour cette réponse précise. Moi, je serais peut-être moins précise dans la réponse. Vos textes sont d'une précision absolue. J'ai adoré. La finesse. Merci. Mais je crois que ça parle aussi de ce que disait Estelle, c'est-à-dire que pour moi, l'écriture, c'est comme la parole et la relation à l'autre, ça a à voir avec l'essence aussi. Et quand les mots sont pas là, y compris dans notre propre langue, qu'on soit pris dans des maladies, dans des émotions, dans des difficultés autres, il me semble qu'on a toujours le toucher, d'aller convoquer des choses extrêmement différentes et qui nous relient tous. Et c'est cette part d'humanité-là qui nous lie, et parfois au-delà de la parole. Et je trouve... Et dans la précision, c'est vrai que pour moi, le rythme, la précision des mots, j'y passe beaucoup de temps, c'est très important. Et je pense que la qualité de la relation qu'on peut chercher aussi avec l'autre, c'est ça, c'est d'être au plus juste de la sensibilité de celui qui est en face de nous. Et peut-être ça nous aidera à avoir une relation de meilleure qualité. Merci. Je voulais dire quelque chose qui m'est apparu entre ce qu'a dit Myriam Douzé, aide-soignante, et Estelle, et ce qu'a dit aussi Philippe Bourret. Il a parlé de les écritures, et il y a aussi les relations, parce que
par expérience. Je connais ce milieu, je connais tous ce contact avec des gens en difficulté. Et la question de la médiation par la fonction et le fait de changer de fonction. Par exemple, l'aide-soignante qui se met dans une position d'écriture avec un poète qui arrive, ça peut être un musicien ou quelqu'un qui arrive dans une communauté comme ça et qui apporte finalement un type de relation qui n'a rien à voir avec ce qui se passe d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, il y a une relation un peu collée serrée entre un soignant et une personne. Il y a une relation de corps à corps qui est extrêmement difficile aussi à vivre des deux côtés, hein, parce que les personnes âgées, la dépendance, c'est quand même quelque chose de très difficile à vivre. Et que là, d'un coup, ça se décolle grâce aux mots, grâce à la poésie, grâce à quelque chose qui vient vraiment de l'extérieur et qui est finalement la fantaisie d'Estelle. Estelle arrive avec ses poèmes, avec son arrière-pays à elle, poétique, et elle le propose sans l'imposer et elle arrive à intéresser parce que justement, c'est pas comme d'habitude. C'est vraiment pas comme d'habitude. Et moi, je me souviens de personnes âgées qui se mettent à chanter ou à déclamer des poèmes qu'ils ont appris il y a très longtemps parce qu'il y a telle ou telle personne qui arrive dans le système et qui n'a rien à voir avec les interlocuteurs habituels, y compris les familles. Les familles qui peuvent arriver aussi à un endroit et apporter quelque chose qui est complètement inattendu. Et la poésie, c'est vraiment de l'inattendu et c'est ça que vous avez apporté dans cette expérience. Enfin, je pense à Estelle, ou avec les personnes qui parlent une autre langue. Enfin, c'est l'autre, mais c'est aussi les autres. C'est la capacité aussi de choisir l'interlocuteur qu'on a envie d'avoir pour exprimer ce qu'on a à dire. C'est vrai que ça a bousculé nos habitudes. C'est tout à fait vrai. Et dans le bon sens. Et dans le mot lecture, lire, il y a le mot lien. En fait, étymologiquement, c'est le même en fait. Donc je pense que écrire et lire, pour moi, c'est vraiment le même acte. Hein, de toute façon, enfin, pas que pour moi, hein, évidemment. Mais, et donc, je pense que quand on écrit ou quand on lit, on se met en lien. Enfin, sinon, ça ne marche pas, en fait. Donc, ça a été le premier travail. Ça a été ça, d'ailleurs. Ça a été de se mettre en lien. Et j'imagine, Elisabeth, que tu fais ça tout le temps, en fait, aussi. Donc, c'est être à l'écoute de ce qui arrive et se mettre en lien avec les choses, les gens. Merci, Marie-Thérèse. Autrement que d'habitude, c'est-à-dire sortir de nos zones de confort. Exact. Oui, c'est en lien avec toutes les dernières interventions, puis avec les deux livres d'Elisabeth Grangeon et Estelle Dumortier. Et les deux livres me paraissent réhabiliter un petit peu la curiosité, ce qui se passe en dehors de nous. Et je crois que la curiosité, le mot curieux, a la même origine que le mot curare, prendre soin. Être curieux du dehors, c'est prendre soin. Et donc, pour faire le lien vraiment avec toutes les dernières interventions, celle de Philippe Bourré, celle de Marie-Thérèse Perrin, et puis de celle du Mortier et Elisabeth Grangeon, j'ai envie de vous lire des mots dans 3 vers très courts d'un grand poète espagnol qui s'appelle Juan Ramón Jiménez. Et Juan Ramón Jiménez, dans la Estación Total, la saison totale, dit ceci: No nos basta una forma, hay que salir y ser en otro ser el otro ser, perpetuar nuestra explosión gozosa. Ce qui veut dire en français, cette forme ne suffit pas. Il faut sortir et être en un autre être, l'autre être, et que demeure notre débordement, notre joie. Juan Ramón Jiménez.
Muchas gracias. Merci. A todas y todos. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. C'était un bon moment. Oui, tout à fait. Merci. Ben, je crois, Camille, qu'on peut remercier d'abord nos autrices de ce soir. Tout à fait. Estelle Dupé, Entre les lignes, Elisabeth Grangeon, Ma voix silence. Et ben, je te laisse le dernier mot, Camille. Merci. Eh bien, merci Elisabeth, merci Estelle d'avoir accepté de faire ce deuxième café avec nous. Merci Très à vous. contente. Vraiment zéro regret de ce choix. Ça allait parfaitement ensemble, comme vous l'aviez dit. Parfait. C'était très bien. Merci. J'ai encore plus apprécié avec vos voix, vos textes, puisque j'avais déjà, je les avais déjà vraiment appréciés et on en avait déjà parlé, Estelle, à Paris, quand on s'est vu pour le marché de la poésie. Et donc, merci à vous, merci à toutes les personnes présentes, merci à Thierry également d'avoir pris au pied levé l'animation de la soirée, puisque Andrea a eu un empêchement de dernière minute. Donc merci à tous, merci pour vos remarques, pour vos questions. Merci. Et vous pourrez retrouver, du coup, si jamais ça vous intéresse, d'ici quelques jours, le replay de cette soirée sur notre chaîne YouTube